Aujourd'hui et toujours depuis la vastitude de tous les chantiers, on va enfin tenir une promesse complètement incongrue. On a relu L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera et il s'agit d'en reparler. Alors c'était presque devenu un gag il y a quelques mois, voire années sur cette chaîne, de ce gimmick de je déteste Milan Kundera mais je l'ai adoré et c'est compliqué et il faudrait que je relise et que je scie et que machin pour en parler avec un peu plus de détails et d'ampleur. Je l'ai fait. Je viens de finir de relire L'insoutenable légèreté de l'être. Alors j'ai le soleil dans la gueule. Alors moi j'ai mis déjà en fait beaucoup de temps à retrouver mon exemplaire parce qu'en fait je ne l'ai pas retrouvé. Je pense j'avais un poche moi, donc ça j'ai eu ça et j'ai eu un poche et je pense avoir perdu les deux. Ou égaré, mais de toute façon c'est un bordel, enfin c'est compliqué la vie en ce moment. Je l'ai rechopé genre sur Gibert, au Ocase ou un truc comme ça, enfin à quelques euros. On est chez Gallimard 84, c'est sorti en 1984. Milan Kundera est considéré comme un grand écrivain tchèque qui écrit en français. C'est une formule que je vois régulièrement revenir. Et à la fois un grand écrivain politique et anti-politique. D'aucuns d'ailleurs, plus que d'aucune dans ce que je vois. Mais enfin, on va en trouver évidemment, parce que c'est pas des questions d'identité spécifique en réalité. Déplore que Kundera n'ait pas eu de Nobel. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu notamment dans des contacts que j'ai sur Facebook à chaque annonce de Nobel. Ah mince, il n'y a pas eu Kundera. Moi, ça me paraît être une bonne chose. Notamment pour les scandales d'éventuelles dénonciations sous le régime communiste qu'il y aurait eu, ou d'indic, etc. Mais là, ce sont des temps qui sont vraiment très troublés et très compliqués. Donc, bon, voilà, je n'en ai pas forcément d'avis très, très arrêté. Et serait-il dit par Alan Finkielkraut, qui évidemment n'a pas l'air d'être d'accord avec ça, c'est des trucs que je vois en googlant rapidement, que Kundera n'aurait pas eu le Nobel à cause de sa misogynie. Bah écoutez, moi là je l'ai relu, et oui, je trouve que c'est misogyne, mais en fait je trouve que c'est pire. Et voilà, mais c'est pire d'une façon qui n'est pas inintéressante. Je vais recontextualiser. Donc moi j'ai lu ce roman-là, je ne sais absolument plus comment, je suis tombée dessus d'ailleurs. Dans les années 2000, c'est-à-dire que moi je suis le bac en 2005, c'est un roman que j'ai lu en seconde, que j'ai offert beaucoup en première, en terminale, peut-être encore un peu après. J'ai lu à l'époque tout, ou quasi tout Kundera, enfin tout ce qui m'était accessible en tant que lycéenne. J'avais été émerveillée une fois de rencontrer une jeune femme dans le bus qui lisait du Kundera, et donc j'en avais parlé avec elle, et en fait elle était doctorante. Ça m'avait émerveillée. Et puis je m'étais sentie très très bête à côté, enfin voilà, plein de choses qui ont été comme ça, très émouvantes, mais ça a eu ça a été des étapes en fait, comme ça. Et il y a eu quelque chose dans la lecture de Kundera, voilà, qui m'a énormément plu. Et je me suis même, et je trouve ça délirant aujourd'hui, mais je me suis même beaucoup identifiée aux livres, au ton, aux romanciers slash essayistes et aux personnages. Voilà, et notamment aux personnages féminins, parce que ça m'a bien été inculqué que j'étais une femme, et je l'ai compris assez vite. Voilà. Donc c'est c'est quelque chose que j'ai beaucoup voulu. Moi j'ai beaucoup voulu être normale. Faut quand même avouer que j'ai pas trop réussi. Donc ça c'est un peu le background qu'il y a pu y avoir dans le bouquin. Pour moi, donc c'est vraiment un de mes livres préférés du lycée. Et j'avoue, je ne le relisais pas. Alors il y avait ces histoires d'exemplaires pas retrouvés, machin, est-ce que je l'ai prêté, est-ce que je machin, enfin, je sais pas. Voilà, là je ne sais pas, je ne sais plus, je m'en fous un peu. Des fois je me dis, je vais le trouver en boîte à livres. Franchement c'est possible, c'est pas arrivé. Bon, finalement je l'ai acheté à 2-3 balles ailleurs. Parce que je suis vraiment tombée sur une occasion en solde, un truc comme ça. Bon. Mais voilà, comme je savais que ça allait pas être un truc qui allait énormément me plaire. Et j'avais notamment été très marquée par une scène que je vais peut-être mentionner, une scène de sexe, que j'ai en fait repris. Donc c'est un livre qu'on trouve notamment sur Anna's Archive, donc sur ce site où on peut télécharger complètement illégalement beaucoup de PDF et d'e-pubs très variés, notamment états-uniens. Anna, ''S, archive.org. Et ça rassemble Sci-Hub, ça rassemble LibGen, Zlib, etc. Pas mal de plateformes. Et donc, là, j'ai étudié il y a
peu pour un texte qui paraîtra sous peu relatif. J'ai relu cette scène de sexe, que j'ai peut-être évoquée, et dont je me souvenais d'une manière très étonnée. C'est une scène qui m'avait laissé littéralement pantoise, voilà, mais dont je n'avais su que penser et dont j'ai mesuré en la relisant la misogynie abjecte. Et là, j'ai relu l'ensemble du roman. Voilà. Alors, la question va pas être finalement, moi j'étais très étonnée, je me disais, voilà, est-ce que c'est misogyne ou pas? Et j'ai lu notamment, je vais le mettre en description, là je viens de lire j'ai posé cette question à Google, et puis donc, voilà, ce qui ressort, c'est des trucs du genre, c'est pas misogyne parce que de toute façon il aime personne, les libertins aussi chez Kundera s'en prennent plein la gueule, pas spécialement les femmes. Moi je veux dire, on peut être misogyne et un connard pour le reste, hein, c'est pas, voilà. C'est pas l'auteur, c'est les personnages, c'est ci, c'est ça, c'est machin, bon, ok. Et un autre plus intéressant, un peu plus fouillé, donc sur un site qui s'appelait Profondeur de champ, dont j'ignore absolument tout, d'un type d'ailleurs, enfin en tout cas le mot était masculin, qui disait avoir beaucoup de mal à lire les romans en raison de leur misogynie, et que leur misogynie n'était pas liée, c'est toujours l'accusation que l'on a, à un puritanisme par rapport au libertinage érotique, à la légèreté de mœurs, très valorisée dans les romans. Voilà. Ça, je vous le mets parce que j'étais quand même super d'accord avec le texte. Je m'en suis dit bien d'autres choses en le relisant. Alors, là, je vais pas parler de tout Kundera, parce que franchement, je vais pas avoir le temps de relire tout Kundera. Je suis très étonnée d'avoir trouvé ça aussi bien, parce que là, vraiment, j'ai trouvé ça super con. Voilà, donc c'est... Et en même temps, je vois des choses qui m'ont plu, et je comprends ce qui m'a plu. Ce qui m'a plu, en fait, c'est l'impression d'avoir une espèce d'initiation à la philosophie, à des réflexions profondes, à un format littéraire qui n'était pas que narratif. Donc moi, je veux dire, en seconde, j'avais déjà eu un peu de Duras, et ça avait été très dur pour moi. C'est quelque chose qui m'avait pas du tout plu, et j'y suis jamais revenue. On va être très honnête, j'ai détesté l'amant à cause de ce que ça racontait, en fait. Et puis moi, j'ai lu ça à un moment comme Bovary, etc., où j'étais en identification forte quand je lisais. D'ailleurs, c'est ma mère qui m'a fait lire Duras. C'est un énorme problème, en fait. Et ça, voilà, ça, il faudra que j'y revienne à un moment, mais moi, je veux dire, j'ai vraiment eu un dégoût, en fait, de ça. En plus, après, j'ai attrapé la misogynie, des réactions sont épidermiques à Duras, ce type, la fameuse phrase de Desproges, Duras n'a pas écrit que des conneries, elle en a tourné aussi, etc. Donc, d'un type qui était un connard fini que je fréquentais quand j'étais au lycée. Et donc, j'ai mis du temps à comprendre que, enfin, voilà, qu'il y avait des gens qui étaient des sales types, en fait, quoi. Et qui, en plus, pouvaient exercer des violences, c'est-à-dire que je ne comprenais pas quand on exerçait des violences à mon encontre, puisque j'ai toujours, des fois, du mal à le comprendre, mais je suis vachement progressé là-dessus. Donc, c'est... Voilà, donc il y avait ça, en tout cas, j'avais intégré ces critiques durassiennes, qui visaient Duras, et notamment leur misogynie, très clairement, avec beaucoup de misogynie intériorisée. Mais cette misogynie intériorisée, pour moi, lycéenne, elle se traduisait par une espèce de romanesque, qu'on peut complètement appeler du kitsch, qui passait par des figures, voilà, des plaisirs, de figures, d'attitudes, des choses un peu contemplatives, de style de vie, de posture, une admiration énorme pour une certaine vie très fantasmée, hein, que je connaissais absolument pas, que je connais toujours pas, alors que finalement j'en suis... Enfin, finalement, je le vis à peu près, et ça n'existe pas, en fait, mais qui seraient les intellos des Deux Magots, de Saint-Germain. J'étais absolument époustouflée par la crazy dance d'Audrey Hepburn dans, je sais plus quel... Un Américain à Paris. Enfin, je sais même plus si c'est ça le titre. Ce film à Paris, là, où elle danse dans une cave de Saint-Germain. Bon, mais en fait, c'est du kitsch, ça, hein, mais c'est des choses, moi, qui marchaient très très bien. Des choses très lointaines que je recevais de la nouvelle vague. L'admiration d'un type avec lequel j'ai traîné quand j'étais au collège pour Godard, parce que Godard, c'était incroyable. Et donc, moi qui n'avais jamais vu un Godard, en fait, si j'en avais vu, mais j'avais pas réalisé que j'en avais vu, j'étais très, très impressionnée, très écrasée, en fait, par cet aspirant réalisateur... si on compte pas que d'ailleurs ça fait un aspirateur et ça fait beaucoup de vide, qui était aussi quelqu'un de profondément humiliant et violent à mon encontre.
Mais c'était des choses, voilà, donc, enfin, je prenais vraiment complètement la violence symbolique dans la gueule, et je m'en sentais humiliée, mais je rêvais de la rejoindre, et j'avais quand même une aspiration pour l'intellect, pour un certain mode de vie très, très intello, voilà, qui était là. Donc quand j'ai lu Kundera, ça a super bien marché. Je ne sais plus comment je suis tombée dessus. Ça, vraiment, je ne sais plus. Et c'était l'insoutenable légèreté de l'être que j'ai adoré. Je n'ai jamais vu le film. Alors j'avais peur qu'il me déçoive. Maintenant je me dis que ça va être une bouse, quoi, parce que mais enfin alors je vois pas comment adapter ça cinématographiquement. Donc ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Mais qui a envie d'adapter ça en fait, voilà. Alors j'essaie d'expliquer pourquoi j'ai trouvé ça si alors je trouvais ça extrêmement fort parce que ça m'amenait à me poser des questions d'une manière alors que je n'avais pas réellement faite ou un peu. Ouais, j'avais lu très tôt, beaucoup trop tôt, à la fin de ma primaire, sur l'été entre mon CM2 et ma sixième, Le Monde de Sophie par exemple. Donc j'avais quelque chose qui valorisait beaucoup l'intellect, la philosophie. J'étais très impatiente d'avoir des vrais cours de littérature, des vrais cours de philosophie. Enfin, voilà, tout ça c'était le background, on va dire, adolescent, quoi, voilà, je veux dire, je m'identifie à Daria. Enfin, c'était vraiment là, mais à Daria plus sentimentale, quoi. Et, euh, et j'avais l'impression que Kundera avait tout compris, et surtout que Kundera me permettait de tout comprendre. Parce qu'il racontait et il analysait en même temps. C'est-à-dire, en fait, la soutenable légèreté de l'être, c'est 7 parties. Maintenant, je vois à quel point cette partie, comme 7 jours de la Genèse ou des choses comme ça. Enfin, voilà, que c'est quand même assez pompeux, en fait, même dans le découpage, avec des grands termes conceptuels, la pesanteur et la légèreté et la pesanteur, l'âme et le corps. Voilà, donc moi des choses qui m'en mettaient plein la vue, et avec des alternances donc de séquences, ce sont des chapitres numérotés. Moi ça c'était des choses que j'avais vues sans forcément le comprendre, mais là ça m'avait vraiment frappé ces dimensions comme ça de vignettes qui alternaient des moments racontés et des moments davantage de compréhension, quoi, voilà, de choses expliquées avec une complicité forte avec le narrateur, la voix du narrateur, de l'auteur, ça je me posais pas trop la question à l'époque en tout cas, mais qui vont amener une espèce d'artificialité des personnages qui est vraiment présente au départ, artificialité qui d'ailleurs se dissipe, hein, qui est en fait une posture davantage qu'un dispositif brechtien, c'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas de rompre l'illusion, à mon avis, mais de montrer d'emblée une posture intellectualisante, rappelant la dimension artificielle de la création des personnages, mais qui se prête ensuite à l'illusion référentielle et donc à aussi ces processus d'identification largement possibles. Ce qui permet finalement à Kundera d'entretenir, dans notamment la soutenable légèreté de l'être, mais probablement le reste, quelque chose qui est de l'ordre à la fois d'une distance et d'une identification. Maintenant, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez Stendhal et que j'ai beaucoup analysé dans Le Rouge et le Noir, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, en tant que lecteur, vous vous sentez comme un happy few, parce que vous êtes à la fois avec les personnages, et c'est la lecture des femmes de chambre pour Le Rouge et le Noir, mais en même temps du côté des dandies et des happy few, hein, du côté de l'auteur, avec un surplomb moraliste, alors pas forcément du moralisateur, mais du grand moraliste de l'analyse psychologique et de l'analyse du monde, capable de comprendre ce que finalement les personnages ne comprennent pas eux-mêmes. À ce titre-là, vous avez par exemple de manière très finalement caractéristique, très révélatrice, dans l'insoutenable légèreté de l'être, un dictionnaire des mots incompris entre Sabina et Franz, deux amants, qui donc ne se comprennent pas, notamment pour des différences culturelles, de genre, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais magnifique, cette incommunicabilité entre les hommes et les femmes, entre les êtres, incommunicabilité tout court, enfin, qui me parlait beaucoup, puisque, enfin, de toute façon, moi, je veux dire, j'étais essentiellement maltraitée quand j'étais au lycée. Donc c'est sûr que l'incommunicabilité, ça me parlait, quoi. Parce que je ne pensais pas maltraitance, je pensais incompréhension, et puis qu'il allait falloir un autre monde, peut-être un peu plus élitiste. Voilà. Et oula, tac, après fait le point. Et donc
voilà, là, en fait, la structuration même, avec ces alternances essai, narration, et puis comme ça, cette invention formelle d'un dictionnaire de mots incompris, assez long d'ailleurs, avec une suite, etc., ça me plaisait énormément parce que ça me plaçait du côté de l'auteur, de qui a compris, tout en m'expliquant les choses. Alors, c'est quelque chose que j'aimais déjà beaucoup chez Bernard Werber, que j'ai lu, moi, en primaire. Le parallèle Bernard Werber, Milan Kundera, ça casse un peu le mythe, hein. Donc moi, j'ai même pas lu les trucs sur les anges, hein, là, je n'avais pas été jusque-là. Là, j'avais adoré les fourmis, l'encyclopédie des savoirs relatifs et absolus, etc. Parce que j'apprenais plein de choses, que j'avais cette appétence de savoir, de compréhension, d'explication du monde extrêmement forte. Et j'aimais déjà, en fait, j'étais déjà habituée, mais je n'avais pas compris, cette alternance entre des moments de narration, des moments d'explication, des bouts d'encyclopédie. Je veux dire, j'avais toute la collection de hors-série Sciences et Vie Junior. J'adorais ça. Donc c'est apprendre des choses et lire des histoires. Enfin, ma vie est toujours faite de ça, d'ailleurs. J'apprends des choses et je lis des histoires. Puis maintenant, plus j'en écris, mais j'en écrivais déjà, c'est juste que je ne le réalisais pas, quoi. Voilà. Donc ça répondait à une appétence qui était là, qui était extrêmement forte, qui avait besoin de comprendre le monde, et ça donnait des espèces de modèles. Voilà, très très important. Et donc la soutenable légèreté de l'être, ça raconte... Alors, en le présentant comme une réflexion sur la pesanteur et la légèreté, lequel serait positif, qu'est-ce qui va finalement caractériser l'existence humaine, la gravité, ou quelque chose de très léger, est-ce que l'eschatologie ne finirait pas en scatologie, donc là le jeu de mots il est fayolesque, hein, mais c'est la structure du bouquin quand même, hein, si on s'en souvient, qui finit sur la mort du fils de... Enfin, pas exactement ce qui finit sur, mais... c'est pas l'exacte clôture, mais qui intègre dans ces fameuses espèces de moments encyclopédico-essayistiques la mort du fils de Staline à cause de merde, en tout cas, et qui glosse pas mal sur cette fin présentée comme significative, et et qui me donnait, moi, la sensation d'une profondeur intellectuelle, de sens, significative, très importante et très majeure. Et c'est un livre, moi je l'ai quand même pas mal fait lire, je me rappelle avoir fait lire à Alice, qu'il avait fait lire à sa mère, et donc moi le retour avait été, c'est quand même un livre un peu compliqué, quoi. Et Alice m'avait rapporté ce propos en disant, en fait, vu la fille qui m'a prêté, ça ne m'étonne pas. Et je dois reconnaître que moi j'ai toujours bien aimé quand c'était compliqué. Donc ça, il n'y a pas voilà, il y a des caractères, quoi. Et donc ça, voilà, et ça va éclairer des choses de l'ordre d'une contingence en leur donnant un traitement qui est à la fois léger, comme volontairement face à la gravité de l'existence et de la tragédie. Et cela passe notamment par donc des entrelacements amoureux, parce qu'en fait, globalement, on a des personnages dont l'essentiel de la vie consiste à coucher les uns avec les autres, et puis avoir des professions intellectuelles, voire déclassées, voilà, avec une espèce de mobilité sociale dans les deux sens, hein, ascendante-descendante, qui rencontre la grande histoire, donc l'écrasement du printemps de Prague, la suite, l'occupation russe, etc. Alors, je sais jamais à quel moment il faut dire Tchéquie, République tchèque ou Tchécoslovaquie, là je suis vraiment nulle sur ça. Mais voilà, et donc avec des passages, alors plutôt en Suisse, hein, pas sur la légèreté de l'être. Donc on a les deux premières parties sont consacrées respectivement à Thomas puis à Teresa, qui est donc le couple central. Mais donc Thomas est d'abord le personnage central, qui est une réécriture dans Don Juan, qui est en fait un Don Juan amoureux. Ce qui est l'inverse d'Alceste chez Molière, c'est-à-dire qu'Alceste est le misanthrope amoureux d'une coquette. Et là, on a finalement un Don Juan amoureux de Donna Elvire. Voilà, mais qui reste Don Juan. D'une certaine manière. Et cette espèce de tragédie de la légèreté rejoint une tragédie historique, donc celle évoquée, dont moi, évidemment, j'ignorais tout pratiquement quand j'étais en seconde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des trucs que j'avais vu aborder en histoire, mais quand même rapidement, hein, donc, découverte historique aussi, hyper importante, sensation d'emploi de l'histoire, d'une marche, et puis d'une marche et d'une méfiance, et d'un écrasement, voilà, des individus, pas des peuples, des individus. Très important ça chez Kundera aussi. Et tout ça, voilà, laissant après la place à
la maîtresse meilleure amie érotique préférée de Thomas, Sabina, son autre amant qui est Franz, Franz avec une autre vie conjugale, etc. Et donc on a comme ça un entrelacement avec un retour d'un couple à des pas couples, ou en tout cas des histoires de conjugalité, d'érotisme et d'amour. Tout cela avec différentes nuances et décalages. Enfin, c'est tellement petit bourgeois en fait. Et l'ensemble de ces textes, de ces fragments, enfin de ce roman, entrecoupé donc par ces moments de digression essayistique, analysant ce qui se passe pour les personnages, donnant une autre profondeur, voilà, etc. Et donc préparant aussi, ça n'est pas forcément que rétrospectif, et également avec des moments d'achronie, c'est-à-dire que des ruptures de l'ordre chronologique. Donc on sait que Thomas et Teresa vont mourir bien avant leur mort, et d'ailleurs ça finit pas sur la mort. Voilà. Donc ça, c'était aussi des choses qui me bouleversaient par ces ruptures. Alors que chez Werber, c'est beaucoup plus chronologiquement structuré, c'est... Voilà, avec aussi une polyphonie, mais qui est très, voilà, qui est très, j'allais dire rythmée, qui est très synchrone, en fait. Donc moi, je découvrais, en fait, ce genre de choses. Alors, je sais pas, peut-être que je le découvrais consciemment, alors que je l'avais connu avant, je pense qu'il y a des choses de cet ordre-là, quoi. Voilà, en tout cas, ça me plaisait vachement. Voilà. Et là, en le relisant, donc là, bon, là, c'est ma description, évidemment, elle est de ma lecture récente. Voilà, donc je vois tout ça dans le texte. Et ça me plaît bien. Et moi, j'ai réouvert l'insoutenable légèreté de l'être en me demandant, finalement, enfin, je l'ai réouvert en me demandant, alors, misogyne ou pas? Et comment va être traitée la misogynie dans ce texte? Oui, c'est misogyne, mais en fait, c'est pas la caractéristique principale, mais c'est quand même un truc qui frappe fort. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est pas seulement l'anticommunisme, et je vais dire que la biographie de Kundera suffit à l'expliquer. Et moi, je veux dire, je n'ai aucun problème avec l'anticommunisme, mais c'est autre chose que je vois que de l'anticommunisme, qui serait, je sais pas moi, Khmer Rouge. Enfin, je veux dire, j'aime pas non plus les Khmer Rouges. L'occupation soviétique est une horreur, enfin, a été une horreur, est une horreur toujours. Alors, bon, ce qui se passe aujourd'hui dans la Russie de Poutine, c'est pas le communisme, mais bon, enfin, c'est quand même pas... Enfin, c'est le pire du régime soviétique qui se passe avec Poutine, quoi, et qui s'est déjà passé d'une autre manière. Bon, ce qui m'avait énormément plu, c'était notamment les réflexions sur le kitsch. Et ça, je me souviens que dans un de mes carnets d'écriture, à citation et à réflexion, j'en ai eu plein, j'en ai fini peu. J'ai fini récemment, là, alors pas, je reprends pas ceux du lycée, mais voilà, j'en ai eu plein, quoi, des carnets comme ça. Il y avait voilà, une énorme réflexion qui en fait est plutôt finale, mais qui pour moi a vraiment illuminé l'ensemble du roman sur le kitsch. Et ça a été quelque chose pour moi d'absolument très très important, parce qu'en fait le kitsch parle... Enfin, je lisais le kitsch comme quelque chose de l'ordre des... Comment dire, des identifications aux personnages, dans les textes. Et je pensais, quand j'étais au lycée, j'étais persuadée, enfin j'avais envie de faire une grande encyclopédie du kitsch avec une immense exposition. C'est des projets un peu étranges, hein, mais voilà, pour moi le kitsch, et notamment Kundera avait donné les mots pour penser voilà, cette espèce d'immense exposition qui devait rassembler tous les clichés. Et moi je voulais, et j'ai voulu pendant une bonne décennie au moins, être une image. En fait, ressembler à quelque chose. Alors, je préférais le kitsch un peu chic, évidemment. Mais il y avait... j'étais hantée par l'idée, à partir d'une phrase de ma mère, que on ne pourrait jamais rien faire de nouveau. Ce qui en fait est faux. Mais ça explique pourquoi je suis scientifique, en fait, ça. Et... mais voilà, donc c'est une phrase que j'avais entendue et probablement pas comprise. Hein, je pense que je lui ai donné une extrapolation qu'elle n'avait pas du tout. Et donc, mais en tout cas, j'étais persuadée qu'on ne pouvait pas faire ni penser de nouveau,
de choses nouvelles et que il était donc seulement possible de jouer avec des images. Ça veut dire que j'ai profondément vécu le postmodernisme sans savoir que ça existait. Et donc moi voilà, et donc des choses très camp, ce genre de choses. Donc les réflexions, les passages de l'insoutenable légèreté de l'être sur le kitsch m'ont profondément marqué dans ce sens-là, sur voilà, cette question de comment penser des choses qui ne sont pas... comment vivre, comment penser quand plus rien de nouveau n'est possible. Et donc moi le kitsch m'intéressait en ce qu'il amenait un rassemblement qui en fait était de l'ordre d'une désunion. Donc moi c'est tout ça que je disais chez Kundera, que je ne le relis pas du tout en fait. C'est-à-dire là j'ai vraiment retrouvé les passages, hein, des citations que je connaissais par cœur, mais ce que je lis chez Kundera, c'est on va dire une politique ou une forme d'existentialisme ou de métaphysique profondément nihiliste, complètement surant quoi. Qui se paie aussi de bons mots, alors de bons mots, c'est pas des calembours, hein, mais d'aphorismes moralisants, qu'honnêtement moi j'ai trouvé médiocre en les relisant, et extrêmement complaisant. Et alors là, c'est là qu'on va avoir de la misogynie fait partie de ça, et qui en fait est profondément individualiste et refuse toute forme de collectif, puisque ce collectif est, pour des raisons qui sont en fait autant esthétiques que politiques, ça c'est dit à un moment, pour je sais plus quelle chose du texte, mais finalement, d'une certaine manière, les politiques collectivistes ont surtout le premier défaut qui est d'être de mauvais goût, en gros. Et en étant de mauvais goût, sont aussi des paravents pour des crimes, pour la merde, pour le machin, du refoulement, le contrôle, etc. Toutes choses que je ne nie pas du tout. Hein, mais en tout cas, j'ai été profondément frappée en relisant L'insoutenable légèreté de l'être. Je m'attendais à lire quelque chose de profondément misogyne, et ce que j'ai lu, c'était une complaisance pour des figures individualistes et des individus profondément individualistes, en marge de plein de manières différentes, mais en marge plutôt surplombante de la masse, et notamment par leur refus pour Sabina de participer au cortège du 1er mai. Alors, moi, ce sont des choses que j'admire, hein, voilà, ces dimensions, on va dire, libertaires, subversives, émancipatrices, mais dont Thomas, par son refus du romanesque en même temps en étant rattrapé, Teresa parce qu'elle échappe à son destin familial en rencontrant Thomas et finalement en acceptant plus ou moins bien cette tragédie qui est la sienne d'être amoureuse d'un libertin, Franz en comprenant rien du tout et puis en étant rattrapé par son épouse Marie-Claude étant juste absolument abominable. La misogynie est là aussi, hein, voilà. Donc la misogynie, donc en fait des personnages qui sont plus approfondis que ne le seraient de simples types, y compris les personnages féminins, mais dans lesquels je n'ai pas trouvé de profondeur réelle. Alors les femmes sont clairement les mamans et les putains, hein, c'est Sabina ou Teresa. Dans celles que l'on aime et celles que l'on n'aime pas, elles sont moches, connes et pénibles. Voilà, y a pas... Et à la rigueur, il y en a une qu'on aime mais qui n'existe pas trop, c'est l'étudiante moche à lunettes, amoureuse de Franz et complètement éconduite, qui devrait être un personnage pathétique, mais qui est un personnage qui est davantage, qui est en même temps moqué. Voilà. Et avec alors, plein de choses qui sont dégueulasses. Voilà, cette étudiante, elle tombe amoureuse de Franz, et donc Franz se sort avec son étudiante. C'est absolument pas questionné, quoi. Et ça paraît absolument normal. Thomas est un libertin, c'est son essence d'être un libertin, c'est une tragédie quand il ne peut pas l'être, c'est une tragédie que de faire souffrir Teresa, c'est bien difficile mon pauvre bonhomme, mais enfin, voilà, bon, on va continuer ça, avec toute une espèce d'éthique de la conquête sexuelle qui n'est pas représentée avec aucune distance, quoi. Ça, c'est notamment, j'avais été frappée, c'est ça que j'ai étudié, alors, j'ai photographié quelques-uns de ces passages. Alors voilà, en quoi il y a misogynie, mais en quoi cette misogynie est en fait, à mon avis, quelque chose de plus grave et plus profond, quelque chose comme ça.
Ah ouais, voilà, ça. Alors, voilà, entre Sabina et Franz, page 143, donc de l'édition Gallimard, au brochet. Mais tout au fond d'elle, elle ajouta encore ceci. Franz c'est fort, mais sa force est uniquement tournée vers l'extérieur, avec les gens avec qui il vit, avec ceux qu'il aime, il est faible. La faiblesse de Franz s'appelle la bonté. Donc là, on a des espèces d'aphorismes, des définitions très définitives, des caractérisations très définitives des personnages, parfois les uns sur les autres, mais qui en fait ont exactement le même ton pour les personnages qui sont des élus, en fait, qui sont vraiment valorisés, genre qui ont des noms par exemple. Encore que Marie-Claude a un nom et qu'elle n'est pas valorisée, mais elle n'a pas d'intériorité, Marie-Claude. Donc les personnages valorisés ont une intériorité, les autres ne l'ont pas, et sont juste des types. Et ce personnage-là, voilà, il ne lui commanderait jamais, euh, comme Thomas autrefois, de poser le miroir par terre et d'aller et venir dessus tout nu. Non qu'il manque de sensualité, mais il n'a pas la force de commander. Il est des choses qu'on ne peut accomplir que par la violence. L'amour physique est impensable sans violence. Écoutez, là, moi, je suis désolée. On est dans un propos prêté au personnage de Sabina, qui a exactement le même ton, la même tournure, les mêmes écritures que les moments d'écriture de l'auteur, et qui est juste de la culture du viol. Il n'y a rien d'autre à dire. Et ça, c'est absolument abject, en fait. Et ce n'est pas une question de liberté sexuelle, là. Là, ce n'est pas ah là là, il y a du BDSM et on serait puritain de ne pas l'aimer. Enfin, là, il ne s'agit pas de BDSM. Là, il s'agit de valoriser, on va le répéter, non, enfin, l'amour physique impensable sans violence. Donc, il n'y aurait pas d'amour physique sans violence. Mais enfin, c'est délirant quand même. C'est ahurissant, quoi, d'écrire ça. Voilà, donc là, on a la vie de célibataire de Franz qui fonctionne pas bien, pas de Franz de Thomas, qui est devenu la verre de vitre déclassé, mais qui en fait aime beaucoup sa vie, parce que comme il est connu en tant que chirurgien laveur de vitre, il est appelé par tout le monde, par beaucoup de femmes pour baiser. Voilà. Super. Que cherchait-il? Et donc il y a toute une espèce de réflexion sur le donjuanisme de ce personnage. Ah oui, et qui va avec, voilà, j'ai pas trop envie d'aller me keep de l'insoutenable, mais le roman ouvre sur l'idée d'un éternel retour et que la vie est légère parce que comme on peut pas comparer les choses et mener plusieurs vies en parallèle pour choisir ce qui sera le mieux, et qu'on n'a pas cet éternel retour et en même temps il dit, c'est un passage qui est complètement contradictoire en le relisant, ça n'a aucune tenue, je ne comprends pas comment ça passe à un niveau éditorial, un truc pareil. Et donc de là, la vie, malgré sa gravité, et donc boum, l'histoire, le communisme et le goulag, là on est plutôt du côté des observatoires, enfin des observatoires, pas des observatoires, on n'est pas, ça c'est vraiment la science qui me rattrape, mais des observations policières, du harcèlement même policier qui est dans la plaisanterie, etc. Mais légèreté notamment par le cul, quoi. Ce qui est quand même vachement discutable, quoi. Je veux dire, je sais pas, moi j'ai envie de dire que partir du principe que le cul c'est forcément léger, c'est ne pas avoir été violé par exemple. C'est super discutable, ou ne pas en avoir peur. Que cherchait-il, page 250, chez toutes ces femmes? Qu'est-ce qu'il attirait vers elles? L'amour physique n'est-il pas l'éternelle répétition du même? Donc voilà, puisque boum, l'amour en série, machin, etc. Nullement. Il reste toujours un petit pourcentage d'inimaginables. Quand il voyait une femme tout habillée, il pouvait évidemment s'imaginer plus ou moins comment elle serait une fois nue. Ici, son expérience de médecin complétait l'expérience de l'amant, qui est très intéressant pour cette espèce de recoupement entre sciences... ou une certaine approche des sciences comme misogyne, objectifiante, et cet amour conquête. Mais entre l'approximation de l'idée et la précision de la réalité subsistait un petit intervalle d'inimaginable, et c'était cette lacune qui ne le laissait pas en repos. Manière d'ennoblir la prédation, et en fait ce n'est pas juste la collectionnite. Les exemples qui suivent sont deux exemples de prédation sexuelle, et d'agression sexuelle, voire de viol. Ne le laissez pas en repos, et puis la poursuite de l'inimaginable ne s'achève pas avec la découverte de la nudité. Elle va plus loin. Quelle mine ferait-elle en se déshabillant? Que dirait-elle quand il lui ferait l'amour? Sur quelle note seraient ses soupirs? Donc, entière observation, aucun partage. Hein. Donc voilà, la volonté de savoir, ou l'appétit de savoir, ou la libido sciendi, sert de cache-sexe à la libido sentiendi, à la libido sexuelle.
évite toute possibilité même d'un partage, le partage étant dans le roman celui du lit, inimaginable pour Thomas, mais qui lui va arriver avec Teresa grâce à la force de la métaphore et de la poétique. De la poésie, pardon. C'est pas Gérard Genette qui les chaperonne. Que dirait-elle quand il lui ferait l'amour? Quand il lui ferait l'amour? Mais il est où le libertinage? Elle est où la liberté? Sur quelle note seraient ses soupirs? Quel rictus viendrait se graver sur son visage dans l'instant de la volupté? Ce que le moi a d'unique se cache justement dans ce que l'être humain a d'inimaginable. On ne peut imaginer que ce qui est identique chez tous les êtres. Que ce qui leur est commun. Le moi individuel, c'est ce qui distingue du général, donc ce qui ne se laisse ni deviner ni calculer d'avance, ce qu'il faut d'abord dévoiler, découvrir, conquérir chez l'autre. Ça peut être accueillir, en fait. Voilà. Pourquoi conquérir? Et là, moi, j'ai quand même envie de dire, là, ça noue profondément le rôle politique de la misogynie chez Kundera, ou pourquoi la misogynie affleure autant. C'est-à-dire, là, tout ce que j'ai dit sur le kitsch, c'est, en fait, la conséquence d'un profond nihilisme complètement individualiste et qui va refuser toute forme de collectivisme, notamment en raison, enfin moi ce que je vois, ce qui m'est craché à la gueule, c'est en raison du mauvais goût du commun et du populaire, qui est absolument refusé, et franchement j'ai du mal à y voir autre chose qu'un mépris de classe. Par exemple la sociologie des personnages, et encore, pauvre Teresa, serveuse d'une famille qui la maltraite, est sauvée par le chirurgien, quoi, finalement, et par son nouveau poste, machin, etc. Et qui finalement après se complaît dans la vie domestique. Et l'amour de son chien. Ça fait partie du passage que j'aime bien, mais il me questionne. Hein. Et donc ce qu'on a là, c'est pour des motifs qui sont à mon avis esthétiques avant d'être politiques, des formes de réticence très très fortes. Bon, une défense qui repose sur une philosophie, une politique très faible. Voilà. On ne peut imaginer chez l'autre que ce qui n'est pas en commun, enfin que ce qui est commun pas le reste. Bon, c'est pas intéressant en fait ça c'est superficiel comme raisonnement. Et à partir de là, finalement, est mis sur le même plan, ou plutôt la structuration là en petit chapitrage et en va-et-vient. Je pense que j'ai un problème de carte SD, donc je reprends le fil, il y aura peut-être un petit moment, vous me direz. Le problème donc de ce glissement, en fait là il y a vraiment une juxtaposition érotique et politique qui passe non pas par une mise à égalité du libertinage comme un mode amoureux parmi d'autres, d'ailleurs ce n'est pas un mode amoureux, c'est une espèce de dépendance pour Thomas, mais ça va être en fait par la politique individualiste et nihiliste très très forte derrière, c'est finalement le mode valorisé dans le roman. Donc je ne suis pas d'accord pour dire que les libertins sont moqués. Les libertins sont gentiment moqués, mais c'est leur mode de vie qui est valorisé. Je ne dis pas que c'est le mode de vie de Milan Kundera, j'en ai aucune idée. Mais c'est cette espèce de légèreté, enfin, c'est le titre qui est valorisé, qui est mis en avant au premier plan comme seule option existentielle possible. Bon, moi, j'y retrouve Sioran, que je connais pas très bien, mais parce qu'en fait, Sioran... Enfin, moi, la lecture Sioran, je l'ai vraiment trouvé abjecte, et je n'ai eu aucune surprise à trouver Sioran cité dans le consentement de Springora, comme le vieux cafard qui a conseillé à la petite Vanessa de bien fermer sa gueule, quoi. Et d'endurer ce qu'elle endurait. Mais enfin, on marche sur la tête, quand même. Il y a un moment, la dignité humaine, ça existe, en fait. Même chez les petites filles. Même les petites filles, elles ont droit à cette dignité. Et donc là, il y a bien une valorisation des libertins par rapport aux autres, de Sabrina, esprit fort, représentée justement comme ayant des conquêtes à l'image d'un homme. Mais cette image d'un homme, c'est pas un fantasme. Moi, j'y vois un fantasme de mec, c'est notamment la question que pose le gars que je citais dans son article. Mais elle me questionne, non pas en tant que le libertinage me questionne, mais parce que le libertinage, là, est à peu près un idéal politique en soi. Le seul mode d'existence possible. Et cette valorisation, elle passe en fait par un profond nihilisme qui est
qui est notamment représentée dans une image, alors moi ça me bouleversait quand j'étais en seconde, mais enfin, c'est génial si on bouleverse les adolescentes, j'ai envie de dire. Voilà, je suis peut-être méprisante avec la fille que j'ai été, mais je veux dire, je suis triste qu'un livre aussi dégueulasse me soit tombé entre les mains, en fait. Ça me rend vraiment triste, parce que je pense que c'est un livre qui m'a fait profondément du mal. Et pas qu'à moi, et que pour le coup, j'en ai fait à d'autres gens avec ce même bouquin. J'espère que les... Enfin, moi, je me suis profondément identifiée au personnage de Sabrina, ou à certains de ses aphorismes, à l'idée que l'amour n'est d'une métaphore, d'un machin, etc. Bon, Sabrina, c'est quelqu'un qui peint des tableaux liés, enfin, qui sont commandés par l'hyperréalisme de l'époque et de son école d'art, mais qui, par des dispositifs, une fissure rouge au départ, des choses comme ça, comme de par un accident de parcours de peinture, ou un accident de peinture, se retrouve à finalement témoigner du simulacre, de l'impossibilité, de la représentation, de choses de cet ordre-là, et donc là aussi de la gravité et de la légèreté de toute chose. De toute façon, c'est toujours là-dessus que ça tourne, quoi. Ce qui permet d'avoir des espèces de postures très moralisantes. Et pour Teresa, pour Thomas, pour Sabrina, un peu moins pour France, mais quand même, on a toujours des moments qui sont vraiment des moments voyageurs devant la mer de nuages, où on va voir le personnage arrêté, en arrêt, réfléchissant à sa vie, et en fait, contemplant sa vie en se demandant quel choix faire, et ce sont en fait des choix esthétiques qui vont guider. Et ça, c'est notamment une image très forte de Thomas regardant par la fenêtre et se demandant s'il doit ou non appeler Teresa pour qu'elle vive avec lui, machin, etc. Et il y a cette image permanente de Teresa comme un enfant qui lui est envoyé sur un roseau. Alors, genre, ça va nier l'espèce de structuration ridicule en maman et putain, de fait qu'elle soit un genre d'enfant dont il prenne soin. Mais il prend jamais soin d'elle. C'est complètement l'inverse. Donc enfin, moi, je vais dire, ça rajoute juste une couche d'inceste à l'abject même pas de la relation, parce que moi, je veux dire, la relation, elle est ce qu'elle est, je veux dire, je vois bien, machin, il y a des trucs qui vont pas, la vie, elle est comme ça. Mais le traitement de la relation donne l'impression d'une symétrie, notamment parce que partie 1, partie 2, Thomas, Teresa, mais en même temps, Teresa n'est qu'une image de femme fantasmée par un mec. Elle a une intériorité, mais qui est ratée, quoi, ou qui est alors, je sais pas si elle est ratée parce qu'on est dans un fantasme de mec, ou si on est dans une forme de misogynie intériorisée, et ça, c'est très possible aussi, et ça serait une autre finesse, en fait, de la part du romancier, mais qui va amener cette espèce de posture un peu sacrificielle, qui reproduit celle de sa mère, mais d'une autre manière, et là, qu'on n'ira pas tort, ces figures-là existent, hein, mais qui se construit tout entièrement selon du male gaze et tourné vers ce male gaze. Et ce male gaze, il est aussi... voilà, là on revoit peut-être que sa passion de chirurgien rejoint ici sa passion de séducteur. Mais ça va, enfin on a envie de découper des femmes, c'est pas une passion de tueur. Bon voilà, là j'exagère un peu, mais bon. Et donc on a une espèce de surplomb permanent de l'essayiste qui observe les personnages exactement comme Thomas observe les femmes les femmes qu'il baise, quoi. Page 253, les hommes qui poursuivent une multitude de femmes peuvent aisément se répartir en 2 catégories. Mais ça va, faut être sérieux quand même, faire des typologies à l'arrache, comme ça, boum, doigt mouillé. Et c'est quoi le sens du vent? Les anges cherchent chez toutes les femmes leur propre idée de la femme telle qu'elle leur apparaît dans leurs rêves, subjective et toujours semblable. Les autres sont mus par le désir de s'emparer de l'infinie diversité du monde féminin objectif, avec d'un côté les Don Juan et de l'autre les romanesques, enfin un truc comme ça. Voilà, c'est romantique et Don Juan et libertin, et puis ils semblent regretter qu'il y ait une forme de dévalorisation des libertins. Mais je sais pas, peut-être qu'ils font du mal, en fait. Quand c'est pas si... parce que là, en plus, c'est régulièrement dit chez Kundera, oh là là, l'amour n'est qu'une brutalité, mais enfin, quand on est un gentleman, on l'enrobe un peu de ce que l'autre veut entendre. Mais c'est tellement dégueulasse, en fait. C'est tellement pas moral, c'est tellement pas humain, c'est tellement considérer l'autre comme un moyen, quoi. C'est du pick-up artiste, en fait. C'est tellement vulgaire. Et je veux dire, c'est ramener à quelque chose d'existentiel, de léger, de dandiesque, mais qui fait honte, en fait. Ça fait peine à voir. Et donc là, en fait, on a 2 chapitres qui suivent entre une femme qui est présentée comme une femme qui tient de la girafe et de la cigogne. C'est pas une animalisation qui est là par hasard. Animalisation, ça va déshumaniser, et ça va aussi permettre d'amener quelque chose de comique à une femme qui est juste là, en fait, hein, et qui a un rapport qu'elle veut avoir avec Thomas,
Mais voilà. Et c'est ce rapport-là qui m'a vraiment choquée quand j'étais lycéenne. Enfin, choquée, étonnée, que j'ai gardé en mémoire sans savoir qu'en penser. Alors, hop là, parce que d'abord, elle voit l'appartement. Voilà. On nous dit un étrange croisement issu d'un gamin gracile, d'une girafe et d'une cigogne. On ne pouvait pas dire qu'elle était belle, etc. Alors, j'ai été très frappée de constater qu'il y avait très peu de descriptions physiques des personnages, masculins comme féminins. On ne sait pas toujours la couleur de leurs yeux, leurs cheveux, etc. Honnêtement, moi, je trouve ça plutôt reposant parce que bon, ça permet notamment voilà, des projections, des identifications. On se fait ça au cinéma. Et ça permet aussi des... voilà, et on a assez peu de descriptions de scènes de sexe. Mais là, on en a. Là, on est un peu au centre du bouquin. Donc là, je suis page 258. Il lui dit son... Alors voilà, deuxième invitation. Il lui dit son habituel « Déshabillez-vous ». Là, moi, c'est le personnage que je blâme. C'est pas forcément l'écrivain, évidemment. Mais j'avoue une lassitude, quoi. Mais au lieu d'obéir, « Non, vous d'abord », ordonna-t-elle. Il n'était pas habitué à ça et perdit un peu contenance. Elle commença à lui déboutonner son pantalon. « Déshabillez-vous » lui enjoignit-il encore à plusieurs reprises avec un insuccès comique. Et là, c'est intéressant parce qu'effectivement, on est dans un moment où l'écrivain se fout de la gueule de son personnage. Mais il ne lui restait plus qu'à accepter un compromis d'après les règles du jeu qu'elle lui avait déjà imposées la dernière fois. Entre parenthèses, « ce que tu me fais, je te le fais ». Ça s'appelle la réciprocité et l'égalité. Elle le débarrassa de son pantalon et lui de sa jupe, puis elle lui retira sa chemise et lui sa blouse, jusqu'à ce qu'il soit enfin nu face à face. Il avait la main posée sur son sexe moite, et il faisait glisser ses doigts vers l'orifice anal, chez toutes les femmes, l'endroit de leur corps qu'il chérissait le plus. Elle l'avait extrêmement protubérant, ce qui suggérait distinctement l'idée du long tube digestif se terminant ici par une légère saillie. Bon, si vous ne voyez pas la déshumanisation profonde dans la description clinique du personnage, de l'auteur, de l'écrivain, du narrateur, il palpait l'anneau ferme et sain. Cette bague la plus belle de toutes, appelée sphincter dans le langage de la médecine. On rappelle qu'il est chirurgien. Quand il sentit soudain les doigts de la femme girafe, avec un trait d'union, parce qu'elle est complètement déshumanisée et elle n'a pas d'autre dénomination, elle aurait pu s'appeler Martine, et se poser au même endroit de son postérieur. Bien qu'il eût, comme je l'ai dit, connu dans les 200 femmes, et depuis qu'il était laveur de vide, ça faisait encore beaucoup plus, il ne lui était encore jamais arrivé qu'une femme plus grande que lui se campe devant lui, plisse les yeux et lui palpe l'anus. Pour surmonter sa gêne, il la poussa vivement vers le lit. Parce qu'en fait, ce qui arrive à toutes ces femmes qui baisent, ça ne lui arrive pas à lui. C'est ça qui est insolite. La soudaineté de ce geste la prit au dépourvu. Son grand corps tomba en arrière avec le visage couvert de taches rouges et l'air effrayé de quelqu'un qui a perdu l'équilibre. L'air effrayé, mais elle est effrayée d'avoir perdu l'équilibre en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une modalisation ici. Modalisation qui va euphémiser. Ça atténue. Comme il était debout devant elle, il la saisit sous les genoux et souleva très haut ses jambes légèrement écartées. Tout à coup, on eût dit les bras levés du soldat pris de panique qui se rend devant une arme brandie. Et là, on retrouve des métaphores viriles, guerrières, militaires, avec aussi quelque chose de l'ordre d'une session. Une défaite, en fait, avant même une session. La maladresse jointe à la ferveur jointe à la maladresse, fouettait magnifiquement les sens de Thomas. Ils s'aimèrent très longuement, il observait son visage couvert de taches rouges, machin, etc. Et il y cherchait l'expression d'effroi d'une femme à qui on a fait un croc en jambe et qui tombe, l'inimitable expression qui venait de lui faire monter à la tête le flux de l'excitation. Quand ce fut fini, il alla se laver dans la salle de bain, l'y accompagna, etc. Il trouvait curieux qu'elle lui expliquât ces choses, vous ne voulez pas, etc. Donc il la fait sortir. Je saute des passages. En la quittant, il se sentait d'excellente humeur. Elle, on ne sait pas. Il s'efforçait de se remémorer l'essentiel, de condenser le souvenir dans une formule chimique qui permit de définir ce qu'elle avait d'unique, son millionième de dissemblable. Il arriva finalement à une formule qui se composait de 3 éléments. La maladresse jointe à la ferveur, le visage effrayé de quelqu'un qui perd l'équilibre et qui tombe, les jambes levées comme les bras d'un soldat qui se rend devant une arme brandie. Et donc là, finalement, on voit bien que ce qui était dit, c'était donc le personnage, mais c'était pas très clair de savoir si c'était discours personnage ou narrateur. Et en fait, c'est aussi parce qu'il y a une fusion entre les deux, quand bien même il y a une légère distance moquerie. En se répétant cette formule, il éprouvait le sentiment radieux de s'être une fois de plus emparé
d'un fragment du monde, d'avoir découpé avec son scalpel imaginaire, enfin franchement ça n'est pas le phallus, une mince bande de tissu dans la toile infinie de l'univers. Et là on a quelque chose de sublime. C'est valorisant, même si on se fout de sa gueule. Chapitre suivant, 12, 261. Voici ce qui lui arriva à peu près à la même époque. Il avait eu plusieurs rendez-vous avec une jeune femme dans un appartement, etc. Ils avaient fait l'amour pendant tout l'orage et c'était, disait-elle, d'une inoubliable beauté. En l'écoutant, Thomas s'étonnait. Oui, il se rappelait qu'ils avaient fait l'amour sur le tapis. Il n'y avait dans le studio de son ami qu'un étroit divan sur lequel il ne se sentait pas à son aise, mais il avait complètement oublié l'orage. C'était étrange, il arrivait à se rappeler les quelques rendez-vous qu'il avait eus avec elle. Il se souvenait même exactement de quelle manière ils avaient fait l'amour. Elle refusait de faire l'amour par derrière. Il se rappelait les quelques phrases qu'elle avait prononcées pendant l'amour. Elle lui demandait toujours de la serrer contre lui et elle protestait s'il la regardait. Tu te rappelles l'anatomiste précédent? Il se rappelait même la coupe de son linge, mais il ne se souvenait absolument plus de l'orage, etc. Alors, qu'est-ce que j'avais repéré là sur ça? Donc la réaction dichotomique de leur mémoire à l'orage nocturne exprimait toute la différence qu'il peut y avoir entre l'amour et le non-amour. Je suis pas d'accord, entre une sensibilité poétique et non poétique. Qui est activée ou qui n'est pas activée, qui a été activée pour Teresa, qui est entièrement ramenée à de l'amour par Kundera. Là, en plus, je trouve, en termes là, d'humaine existence, je trouve que c'est con, quoi. En tout cas, je trouve que c'est faux. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait qui m'avait marqué? Voilà, le tac, alors la métaphore poétique qui va les distinguer. Et alors, il y avait eu quelque chose qui m'avait vraiment marqué dans ce passage. Ah voilà, non, j'ai sauté trop vite. 261 encore, sa mémoire n'enregistrait de ses aventures amoureuses que l'étroit chemin escarpé de la conquête sexuelle. Et on va pas sur la lune, hein. La première agression verbale, le premier attouchement, la première obscénité qu'il lui avait dite, toutes les petites perversions auxquelles il l'avait peu à peu contrainte, et celles qu'elle avait refusées. Tout le reste, avec un soin presque pédant, était exclu de sa mémoire. Bon, écoutez, vous voyez quoi, là, ici? On voit pas un mec qui partage, hein. Mais voilà, c'est là où la grande question, enfin, du consentement, du libertinage, etc., et de l'explicitation contractuelle du BDSM se pose. Et c'est là où il y a quelque chose d'absolument abject dans les dictionnaires de mots incompris, ou ici dans cette non-activation de la mémoire poétique de Thomas. C'est que c'est ramené sous des termes assez super beaux, machin, incommunicabilité des êtres, mais il ne cherche jamais à communiquer. C'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il la baise. Et il la baise pour la baiser en repoussant des limites parce qu'il est dans un processus de conquête. Pas de partage d'une activité sexuelle comme on irait faire de la rando avec ses potes, quoi. Voilà, il n'y a rien de même respectueux là-dedans. Et ça m'avait profondément dégoûté, mais je ne l'avais pas compris. Et en fait, on a un personnage qui finalement accepte le collectif sans être absolument communiste et vulgaire, comme l'est la première femme de Thomas, ou d'une autre manière, la mère de Teresa, enfin, ou les autres résidents de la cité U dans laquelle vit Sabina, et quand elle sèche le cortège du 1er mai. Donc, qui vont être donc dans ce mouvement communiste le plus vulgaire, grossier, mais aussi populaire. On a un personnage qui est capable de s'extraire de ça, d'y résister, sans pourtant tomber dans l'individualisme, et c'est le fils de Thomas qui le fait par la foi et par l'Église et la croyance. Et là, il y a quelque chose qui est profondément ambivalent dans ce personnage, qui finalement est aussi incapable de comprendre l'étrangeté ou la différence de Thomas, et avec lequel l'incommunicabilité ne cesse aussi. Alors, incommunicabilité individuelle, ontologique, signe d'un genre, en tout cas c'est présenté axiologiquement comme un genre de signe d'une humanité qui serait quand même plus ou moins supérieure, puisque refusant de se fondre dans le reste de l'humanité, et je ne dis pas qu'il faut se fondre dans le reste de l'humanité, je dis que moi je vois pas les choses ainsi du tout, et qu'il y a quelque chose qui est profondément misanthrope, de droite, nihiliste, mais aussi, enfin, moi, que j'ai trouvé fascisant, en fait, dans le texte. Je dirais pas que c'est un texte fasciste, c'est pas Barjavel, hein, mais ce qui est valorisé esthétiquement, humainement, moralement,
politiquement dans le roman, bah, c'est l'individualisme forcené, présenté sous des atours d'une humanité plus grande parce que muni d'une intériorité que le reste du monde n'a pas. Et le reste du monde est déshumanisé, avec cette idée en plus que toute manifestation, que tout ensemble permettant de réfléchir ou d'aller vers une lutte meilleure et ensemble serait forcément douteux. Bah, c'est un livre de droite, c'est tout. Voilà. Et je vous dis à bientôt.